au-delà de l'œuvre de Kéba, des valeurs qui sous-tendent cette œuvre. Elle se résume en 2 mots, compétence et éthique. Compétence, car il fut toujours convaincu que rien n'est possible dans la vie sans un dur labeur permettant d'acquérir compétence et autorité. Né dans une famille pauvre, élevé dans l'indigence, il gravit progressivement les échelons du savoir avec ténacité, conscient que la connaissance était pour lui la condition de la promotion sociale. Il éleva ses enfants dans cette conviction, leur enseignant qu'une vie, pour un homme comme pour une nation, se construit sur des valeurs d'excellence, mais aussi sur des valeurs d'intégrité. C'était son expérience de juge qui l'inspirait, c'étaient les valeurs auxquelles il était attaché qui lui valaient le respect de ses pairs. Sont elles qui justifient maintenant que nous célébrions aujourd'hui sa mémoire. J'ai aussi accompagné Kéba en 1978 à la première réunion d'experts sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à la présidence de la République. Cette convocation qu'il m'avait adressée à la dernière minute et que j'avais commencé d'abord par refuser à cause de mon impréparation se révélera comme un tournant important dans ma vie, notamment dans l'apprentissage auprès de Kéba de l'ingénierie des textes internationaux. C'était aussi cela, Kéba Mbaye, la quête inlassable de la perfection, autant dans le fond que dans le style. Juste avant de partir de Dakar, Kéba m'a demandé de l'assister à la préparation de la réunion sur le rôle des médias dans la lutte contre l'apartheid, organisée par l'UNESCO. Dans la même veine, j'étais à ses côtés lors de la mise en place d'un comité sénégalais anti-apartheid dans un contexte de rivalité politique qui faisait suite à la nouvelle ouverture démocratique initiée par le président Abdou Diouf. Je me souviens encore des efforts de Kéba pour rapprocher des rivaux irréductibles. Il avait cette posture qui transcendait les clivages entre ceux qu'on appelait alors les maoïstes et les léninistes pro-URSS, qui chacun voulait contrôler le comité. Kéba ne voyait que l'opportunité de faire avancer la cause de la lutte anti-apartheid et était persuadé qu'aucune énergie n'était de trop dans cette aventure. Kéba était dès le début de toutes les aventures des droits de l'homme dont beaucoup partaient de Strasbourg, patronné par René Cassin, prix Nobel de la paix de 1968. La Revue des droits de l'homme, première revue des droits de l'homme dans le monde. Kéba était membre de son comité de direction dès sa création. L'Institut international des droits de l'homme, fondé en 1969, Kéba était un membre très actif de son conseil exécutif et j'en passe. Le principal titre de gloire de Kéba reste sans conteste d'avoir posé les fondements, si ce n'est d'avoir inventé un nouveau droit de l'homme, le droit de l'homme au développement. C'est en 1971 que j'avais suggéré à René Cassin de confier à Kéba la leçon inaugurale de la 3e session d'enseignement de l'Institut international des droits de l'homme sur le droit au développement comme un droit de l'homme. Prononcée le 3 juillet 1972 et publiée par la suite dans la Revue des droits de l'homme, cette leçon a fait le tour du monde. Notre ami Kéba Mbaye a représenté les valeurs humaines dans le monde du sport. Kéba Mbaye était un homme qui était juriste et humaniste en même temps. Un homme qui a défendu l'universalité, la justice et les droits de l'homme avec toute son intelligence, avec toute son éloquence qui nous ont témoigné encore une fois, et le plus important, avec tout son cœur et toute sa passion. Il a également beaucoup porté d'intérêt au droit international pour conduire cet intérêt jusqu'à la réalisation de l'OHADA dont on vous a parlé antérieurement
l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et c'est là, entre la dernière réalisation qui a commencé en 1992 et cette époque où je me situe en 1971, il y a une relation à faire et qui est intéressante, qui est étonnante, parce que déjà en 1971, le président Kéba Mbaye avait imaginé l'OHADA à travers, non pas cette structure définitive que nous connaissons aujourd'hui, mais à travers une théorisation de l'uniformisation du droit